Bonjour, Bertrand Schneider, je suis psychanalyste et président du collectif francophone de maternologie clinique. Je vais vous parler aujourd'hui du bébé du non-événement. En principe, l'accouchement se déroule selon la séquence suivante. Un travail qui prépare, une expulsion qui permet, une délivrance qui clôt et des retrouvailles qui ouvrent. Même si la séquence ne se vérifie pas toujours dans les faits, la dimension symbolique inhérente à chacune de ces étapes requiert toute l'attention du maternologue. Cet obstétricien du psychisme maternel est formé à écouter le vécu de l'accouchement et ses aléas depuis la simple anicroche jusqu'à son empêchement total. Il connaît la spécificité de la maternité humaine, sa construction depuis l'enfance et les obstacles sur les chemins du devenir mère. Il ne manquera pas de faire le lien entre ces 4 étapes de l'accouchement et les 4 stades de la maternogénèse que sont l'originaire, la rupture du syncrétisme, l'auto-attribution du maternel et la confirmation par le père. Le bébé du non-événement nomme l'un des effets du raté de l'accouchement dont je vais essayer ici de déployer les ressorts. Raté, non pour qualifier l'accouchement, qui peut s'être très bien déroulé, mais pour souligner le fait de manquer son but supposé, celui de permettre à une femme de devenir mère. Son mécanisme se dévoilera qu'au prix d'un travail de synthèse et d'articulation de différentes notions issues de la théorie et de la clinique maternologique. Tout d'abord, une maternité psychique. La maternité est un rêve d'enfance, diffusant des effluves d'idéal. Par-delà la venue au monde de son bébé, accoucher annonce la proximité d'un rendez-vous qu'une femme s'est fixé à elle-même il y a longtemps. Elle attend des retrouvailles d'avec le fond de soi, avec elle-même dans sa version originaire, des retrouvailles indispensables à donner un sol natal à son bébé. Donner cette origine à un petit autre venu de soi, voici la maternité à l'œuvre. En mettant son bébé au monde, la mère exile l'enfant de sa totalité originelle, avec la promesse de lui en donner une nouvelle par ses propres moyens. Une femme devient maman à compter du moment où elle se sent appelée et capable de répondre à cet appel en donnant ce qui désormais n'est plus la totalité. Or, la totalité n'est pas un objet. Nulle chose ne la contient en ce monde. Elle se définit comme l'éprouvé enregistré du milieu utérin qui structure le noyau de notre être. Il n'en reste au nouveau-né qu'un besoin vital impossible à satisfaire par lui-même. Pour naître, il lui faut rencontrer un correspondant natal qui fasse lien avec cette totalité. Justement, l'élan maternel qui surgit au constat de cette perte originelle en fait jaillir la source qui redevient présence entre sa mère et lui. Comme dans le roman de Marcel Pagnol, Jean de Florette, la source était là depuis toujours. Après la césure de la mise au monde, une expérience de rencontre extraordinaire renoue l'être de soi à la totalité réactualisée. Elle ne passe plus par le milieu de vie biologique des 9 mois de grossesse, mais par son équivalent psychique, l'intentionnalité de la donnée. Mouvement inconscient et non volonté. Mouvement de soi et non du moi. L'intentionnalité donatrice ébauche les rivages d'un monde habitable. Elle esquisse la reprise d'une vie fracturée par l'expulsion. Le don coule, bébé le reçoit bien, la mère en est confirmée, le cycle du don se met en route et inonde ses partenaires, du moins en théorie. Accouchement et ambivalence. Pour peu
on en oublierait presque l'accouchement, réduit à un passage incontournable ou plutôt à une action inhérente au mécanisme de reproduction animale. On résiste à penser sa dimension humaine. Toutefois, la clinique des mères en difficulté et les études scientifiques sur la dépression du postpartum insistent sur l'importance de le prendre en considération. La dépression du postpartum n'est pas l'objet de la maternologie, mais elle charrie suffisamment de difficultés maternelles stigmatisées en dépression du postpartum pour s'y intéresser. En 2017, des chercheurs de Boston ont analysé les dossiers médicaux de 20 169 accouchés sur 2 ans pour identifier les causes qui pourraient influencer le risque de dépression du postpartum. L'étude conclut à une influence réelle de la saison, de l'âge gestationnel du bébé et de la douleur au moment de l'accouchement. Bref, à une corrélation entre le déroulé du travail et la survenue de la pathologie mentale ultérieure. Bref, à une corrélation entre le déroulé du travail et la survenue de la pathologie mentale. Si les scientifiques s'enlisent dans la passe du fait objectif, mesurable et reproductible, le maternologue s'intéresse, lui, au vécu. Il sait que l'expulsion définit le premier acte maternel, fondateur de tous les autres. Pour entendre cette idée, il faut réviser notre conception de l'accouchement et l'entrevoir selon un double désir en apparence antinomique. Ce terme désigne un mouvement affectif qui se déploie dans 2 directions opposées en même temps. D'un côté, arrivée au bout de sa grossesse, une femme peut s'exaspérer de porter son bébé, du maintien de leur relation sous une forme biologique parasitaire. De l'autre, elle désire vivement le rencontrer après une si longue attente. Donc, le désir de s'en défaire et celui de l'embrasser coexistent et soutiennent le même geste, l'expulsion. Cette dernière doit condenser les deux pour donner la force à la parturiente de l'accomplir selon 2 dimensions, physiques et psychiques. Les entrelacements de l'amour et de la haine, de la vie et de la mort, de retenir et de pousser, d'abandonner et de retrouver, caractérisent une ambivalence utile mais effrayante à ce passage. Comment la traverser sans détruire la relation, sans risquer une déchirure fatale? Me revient l'histoire de ce petit garçon de 7 ans qui ne dormait pas la nuit et ne voulait pas lâcher sa mère. La guettant tous les soirs à la fenêtre au retour de son travail, la minute de retard provoquant inexorablement lui une catastrophe, impossible de la mettre hors de lui. Il fallait maintenir ce lien syncrétique, s'assurer du lien le plus corporel avec elle pour ne pas la perdre. Un jour, il me raconte que sa mère a été un peu trop sévère à son égard et, sur cet élan, s'autorise à me glisser qu'elle est un peu trop sur son dos. Malicieusement, j'en profite et lui dis que lui aussi a le droit d'en avoir plein le dos de sa mère. Au retour de la séance suivante, je demande à sa mère comment s'est passée la semaine écoulée. Elle me répond que ça va beaucoup mieux du point de vue de ses angoisses à ce petit garçon, mais qu'il a été particulièrement désagréable avec elle. Une autorisation est donc nécessaire à permettre et à accepter l'ambivalence à l'égard de celui qu'on aime. L'admettre envers son bébé éviterait à la jeune mère bien des difficultés. Dans cette capacité réside la force et la possibilité de l'expulsion incontournable à naître et faire naître. Certaines opposeront leur épanouissement de femmes enceintes, diront ne pas avoir eu envie d'accoucher, mais au final, par-dessus toute idéalisation, déni ou crainte, devenir mère suppose toujours d'avoir expulsé son bébé hors de soi. Au sens de donner la liberté et non de suffire à elle seule, l'expulsion permet au fœtus de devenir bébé, à la femme de devenir maman et à l'homme de devenir père. Les ailes du désir. Dans le film de Wim Wenders de 1987, Damiel, un ange témoin de l'humanité depuis le début des temps, est attiré par une femme.
Seulement, sa condition d'immortel l'empêche de vivre cette histoire d'amour. Il décide donc de renoncer à son statut d'ange pour rejoindre la condition humaine. Dès lors, son destin sera entre les mains de cette jeune femme, suspendue à sa décision de l'aimer en retour ou pas. Le prix de son désir sera la fin de son immortalité, la perte de ses ailes. L'avènement du maternel a aussi un prix. Tout désir en a un. Forme existentielle de l'appétence de vivre, celui de l'origine n'est pas le moindre. Sans se confondre avec le sacrifice, désirer supporte parfois un coût élevé. La douleur de l'enfantement, la fatigue des nuits à venir, les inquiétudes de jeunes parents et la responsabilité d'un petit autre qui nous attache à vivre n'en représentent qu'un échantillon. Plus le désir compte, plus le coût grimpe. Idem pour le nouveau-né tout juste désabrité de sa vie utérine. Vivre en s'engageant dans un processus de naissance n'est pas gratuit. Si le don maternel en forge la clé, le mouvement natal ne peut venir que du petit homme. Entrer dans l'actualité de ce monde nouveau et désirer se tourner vers lui réclame de consentir à perdre son monde d'avant. D'une certaine façon, le consentement représente la part active du sujet dans son processus de naissance, le moment où il participe à son ouvrage de vivant. Il accepte la perte et devient complice du meurtre de la chose, dirait Freud. Ne pas lutter pour l'empêcher revient au même que de participer à l'action. C'est le prototype du matricide ultérieur. Vivre induit de se débarrasser des entraves qui nous empêchent d'aller au-devant de soi. Perversion. Quand le désir de maternité d'une petite fille prend corps, il est un désir de soi, par soi et pour soi. Elle ne joue pas avec ses poupées. Elle se projette dans une identité de maman et le poupon n'en est que le moyen. Dans le cas où sa propre mère lui a donné de quoi naître, le lait et l'esprit du lait, l'enfant va désirer rompre. La source se tarit et les lieux deviennent trop exigus pour soi. Il veut explorer un nouveau continent plus vaste, le jeu. La mère des origines aura bien travaillé. Le petit homme se sent prêt à entrer dans le monde de l'autre et le père a pris sa place. La période originaire équivaut en quelque sorte à une nouvelle grossesse, psychique cette fois, et elle arrive à son terme. L'accouchement se rapproche, mais à l'inverse du premier, c'est le bébé qui expulsera sa mère hors de lui, avec la même recette, l'ambivalence, pourvu qu'elle soit autorisée. Jean-Marie Delassus disait que pour rompre, il fallait avoir bien reçu. Je suis d'accord, à préciser toutefois que l'on ne reçoit pas tant de l'autre que de ce qui surgit de l'entre-deux, véritable résidence de la totalité postnatale. La constatation qu'un enfant ne peut développer le noyau de son être qu'en se séparant de sa mère est aujourd'hui un lieu commun en psychanalyse, disent Jean-Pierre Lebrun et Michel Gastambide. Mais il se trouve des mères qui refusent de laisser leur enfant s'éloigner et certains enfants qui échouent à s'en défaire. Comme un feu de joie, la totalité vise à réjouir l'assemblée. Celui en charge de l'allumer embrase le bûcher avec cet objectif. Mais il peut devenir pyromane, prendre plaisir à tout brûler, détourner le feu rien que pour lui. On peut la pervertir ou la détourner, d'autant plus que le rapport est inégal. La totalité ne pouvant surgir que depuis la mère qui détient la capacité du don. Dans Mommy, le film de Xavier Dolan, le fils Steve, âgé de 15 ans, est expulsé d'un établissement de soins et retourne chez sa mère, Diane, au diminutif équivoque. Die en anglais signifie mourir. Leur relation passionnelle montre bien une telle perversion de la totalité. Sous couvert d'amour,
La mère utilise son enfant, lui laisse entrevoir la réalisation de l'acte incestueux et finalement se sert de lui comme objet de jouissance narcissique jusqu'au dérapage. Il lui échappe, elle l'enferme, elle ne donne pas, elle jouit. Le pacte d'amour. Dès lors, on entre dans les pathologies d'un don sous séquestre, carencé, détourné ou parasité. Des maladies de la naissance établies par Jean-Marie Delassus et son équipe de Saint-Cyr-l'École seront inexorablement occasionnées chez le bébé. Je m'attarderai ici sur une forme particulière de perversion du don à l'origine de l'enfant du non-événement. Quand une femme devient mère d'une petite fille, elle vit un véritable renversement d'épaule, dit Bernard Thor. La fille qu'elle fut devient la mère d'une fille qui arrive. Elle plonge à nouveau dans la relation mère-fille, en miroir du couple de ses origines, pour le meilleur et pour le pire. À l'occasion, le voyage ravive des blessures d'enfance mal cicatrisées. La tentation est grande de reprendre l'histoire où on l'avait laissée, d'en modifier le cours. Quand le mirage s'évanouit, cette petite fille se surprend à répéter, mais à l'envers. Par exemple, elle inverse les rôles et demande inconsciemment à sa fille de prendre la place de sa mère. Elle lui demande de la rassurer en ne pleurant pas, de lui démontrer son amour en lui réclamant des câlins, de la gratifier en devenant une petite fille modèle. Sinon, elle prend sa revanche et jouit du pouvoir que lui confère la maternité. Elle s'implique fortement dans la vie de son enfant, exigeante souvent, décidant de tout, guidant sa vie professionnelle ou ses amours jusque tard. Il ne faudra pas la décevoir. Seule la mère est légitime à exister. Autre cas, elle se réfugie dans l'identité maternelle et délaisse le reste. Ses enfants deviennent le centre de son univers. Elle leur fait savoir. Sans eux, elle n'est plus rien. En proie à une vie dépourvue de sens, à en devenir malade. La maternité devient source de sa pulsion de vie, reléguant au dernier plan sa vie amoureuse décevante. Les enfants partiront un jour, mais ils lui feront des petits-enfants en contrepartie. Le point commun à ces situations réside dans l'établissement d'un pacte d'amour aliénant propre à chaque histoire. Le don est coincé sous séquestre et dispensé sous condition de respecter ce pacte. L'enfant peut être élevé au goutte à goutte. Dans ce cas, il en coule juste ce qu'il faut pour maintenir l'emprise d'un côté et la position de suggestion de l'autre, à peine suffisamment pour vivre. Mais plus surprenant, l'enfant peut être élevé dans une forme d'opulence. Ce postulat inverse, celui de l'amour inconditionnel, fonctionne tout aussi bien. Verbal Kint, le personnage central du film Usual Suspect de Bryan Singer, 1995, disait « Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. » L'amour inconditionnel prône l'illusion d'un amour sans limite, sans faille ou éternel, au cœur duquel se tapit le diable. Car l'amour est un lien qui obéit aux lois du vivant. Il naît, il grandit, il meurt. Il a donc toujours une limite. Aux prises avec cette mère-là, il sera difficile pour l'enfant d'aimer ailleurs. Qui d'autre pourrait l'aimer de la sorte? Et s'il le tente tout de même, quelle trahison, après tout ce que j'ai fait pour toi. Inconsciemment, l'amour sans condition se donne à condition. Quelle que soit la forme du pacte, la petite fille doit prouver sa loyauté. Elle multiplie les preuves d'amour, mais une preuve d'amour, ça n'existe pas. Par définition, la preuve établirait une chose une fois pour toutes. Ce ne sera jamais le cas. Du coup, il faut la renouveler encore et encore. La possibilité pour cette petite fille de s'attribuer la maternité un jour s'amenuise. Sa maternité devient à haut risque de blocage. On ne peut devenir mère sans rompre d'avec la sienne. Au Moyen Âge, se vouer à la chevalerie impliquait de prêter serment devant le seigneur ou l'évêque. Rompre ce serment entraînait sa déchéance en tant que chevalier, mais également son bannissement.
Ce serment est à écouter comme une déclaration d'amour à l'Église et à son pays qui imposait un devoir de loyauté pour preuve. Dans l'imaginaire d'une petite fille qui a grandi et qui soutient son désir de maternité malgré un tel lien, la comparaison s'étend jusqu'à cette menace de double sanction, déchéance et bannissement. La crainte de l'effondrement, si elle surgit lors de l'accouchement ou dans les jours qui suivent, se nourrira de ces fantasmes. Déchéance et bannissement. La menace de déchéance porte sur la filiation, le statut de fille de sa mère. C'est un chantage à l'amour très subtil, souvent grossier. Il rappelle celui de l'enfant en colère qui s'exclame « De toute façon, tu n'es pas ma mère ». Sauf que l'inverse n'a pas la même incidence. « Tu n'es pas ma mère », avec un peu d'humour, ça prête à rire. Mais « tu n'es pas ma fille », beaucoup moins. Un enfant a besoin de sa mère au sens physiologique du mot « besoin ». L'inverse ne se vérifie pas. Une femme a d'autres amarres dans la vie. En tout cas, il vaut mieux l'espérer pour son bébé, qui lui n'a qu'elle, ou presque. Petit rappel, en maternologie, la mère, homme ou femme, c'est le correspondant natal, le pont entre le monde du dedans et du dehors. Le père, homme ou femme, c'est plutôt le correspondant social, le pont avec le monde de l'autre. Perdre sa mère, c'est perdre tout, au sens du rapport à la totalité nécessaire à naître et à devenir mère. Comment accéder à la maternité désormais? Pour une petite fille, perdre sa mère risque non seulement d'enterrer le présent, comme pour un petit garçon, mais aussi un avenir. La déchéance dissout la précédente question pour en poser une nouvelle. Sans légitimité, sans transmission, comment s'attribuer le maternel? La chose sera plus difficile, surtout si on la complète de la deuxième sanction, le bannissement. Bannir condamne un individu à quitter un lieu avec interdiction d'y revenir. L'acte sanctionne la trahison dont le banni portera toujours la marque. Bannir revient à exclure du don l'individu considéré comme indigne d'en partager la circulation au sein d'un groupe. À ce propos, une maman en difficulté maternelle portera sans relâche le sentiment de cette indignité, accompagnée de la conviction d'une exclusion hors du groupe des mères. Les autres ont en commun un truc qui lui échappe, l'originaire donné par leur propre mère, l'originaire qui relie les autres. Il y a véritablement une société des mères en renfort de chaque maternité individuelle. On ne soutient pas le monde toute seule. Aucune révélation a souligné son délitement dans notre modèle individualiste du vivre ensemble. Le bannissement exile la petite fille hors du don, hors du maternel, hors de la société des mères et finalement hors de la maternité. Une fois la sanction prononcée, elle se trouve dans un état spécifique, l'abandon. Adam et Ève, bannis tous les deux, ont pu faire société puisqu'ils étaient deux. Elle se retrouve toute seule. L'abandon. Le grand Robert de la langue française fournit pour l'abandon la définition suivante. Le mot vient de l'ancien français « mettre abandon », mettre au pouvoir de. Abandon est issu du croisement des radicaux ban, ban, banjan, bannir et bande, faire signe. Franchement, pas très éclairant. Le Centre national des ressources textuelles et lexicales va un petit peu plus loin. L'hypothèse de bandon, dérivée du français ban, est impossible, le suffixe don n'étant pas attesté. L'hypothèse qui fait remonter abandon à abandonner, à ban-donner, à bandonner, est improbable. C'est plus intéressant, même avec l'apport de cette exclusion. Au cours de mes recherches sur l'étymologie de ce mot, je ne cessais de noter la ferveur des auteurs à éviter toute référence au don. La lettre A, privative en latin, et le suffixe don paraissaient évidents
ban, souligner le bannissement, mais également le ban, la proclamation, comme le ban du mariage. L'ensemble dégageait un sens pertinent. L'idée d'un bannissement qui proclamait un sujet privé de don, hors don, comme d'autres étaient proclamés hors la loi. Je me suis alors promené du côté de nos voisins et figurez-vous qu'en anglais, abandonner se dit to give up, littéralement le don enlevé. Idem en allemand pour aufgeben. Le français a-t-il un problème avec le don? D'ailleurs, en France, une mère n'abandonne pas son enfant, elle le confie à l'adoption. En Belgique, on a remis en route des tours à abandon. Là, pas de détour. À Bruxelles, une boîte à bébés pour sécuriser les abandons. C'est un extrait du Point, le journal. La première boîte à bébés belge avait été installée il y a 20 ans à Anvers, rappelle le Parisien. 10 bébés y auraient été déposés en 10 ans. Les boîtes à bébés permettent aux parents d'abandonner leur enfant de manière anonyme et sécurisée. À partir du mois d'octobre, une première boîte à bébés sera installée tout près de Bruxelles, dans la commune d'Evere. L'objectif est de sécuriser les abandons du nouveau-né. Les parents peuvent y déposer leur enfant de manière anonyme, comme le souligne le Parisien. Après cet acte d'abandon, les parents disposent d'un délai de 3 mois pour se rétracter et récupérer l'enfant. L'abandon est la faute humaine par excellence. L'acte qui exclut l'autre du don et le décrète indigne de le recevoir. L'abandon déshumanise, coupe de la circulation avec les autres qui sont reliés par le don. La menace d'abandon sur un enfant est la plus grave qui soit. Abus et monstruosité. L'avenir d'un tel lien ne peut se révéler que néfaste et pathogène pour l'enfant victime de cet abus. Car oui, c'en est un. Consciemment ou non, la mère profite de sa position et de l'état de dépendance absolue de son petit. Assujetti à son besoin de totalité, l'enfant ne peut lutter contre l'étau de l'emprise maternelle qui se referme sur lui. Vanessa Springora, dans Le consentement, écrit très souvent, dans les cas d'abus sexuels ou d'abus de faiblesse, on retrouve un même déni de réalité. Le refus de se considérer comme une victime. Et en effet, comment admettre qu'on a été abusé quand on ne peut nier avoir été consentant? Le monstre moderne ne terrorise pas tant par sa difformité physique que par son esprit tordu et perfide. Gripsou, le clown de ça, le roman de Stephen King, utilise la naïveté de l'enfant pour le dévorer. Et Freddy, le slasher du film Freddy, les griffes de la nuit de Wes Craven, attend l'endormissement de sa proie pour surgir et la tuer dans son rêve. Face à ces monstres, le spectateur redevient l'enfant impuissant et abusé, renvoyé à ses peurs les plus archaïques. Pervers, les parents le sont toujours un peu. Qui n'a jamais regardé son enfant dormir à son insu? Nous ne sommes pas des monstres pour autant. L'origine du mot monstre indique un avertissement, un éclairage divin par le phénomène qui se montre. Le prodige éclaire celui qui le voit. Il l'éclaire sur la volonté de Dieu. En somme, le monstre s'adresse à quelqu'un de choisi pour lui délivrer un message. Dans la même veine, les profilers américains étudient autant le comportement des psychopathes meurtriers que le profil de leurs victimes. Les deux informent sur le tueur. En filigrane, cet éclairage dévoile l'origine du sentiment de culpabilité des victimes. Le monstre se tourne vers moi pour une bonne raison. Et au final, le monstre, c'est peut-être moi. Si le rapport du monstre à sa victime force le trait, il décrit très bien le mécanisme retors qui permet l'emprise et l'abus. Subordination physique et psychique, peur pour sa vie, être tué ou abandonné, désir et culpabilité. Ce n'est pas un hasard si les personnages de films d'horreur meurent souvent après un acte sexuel, car dans l'esprit puritain des Américains, le sexe est une faute, et la faute est punie. Les mères qui pervertissent la totalité ne sont pas toujours des monstres, mais elles abusent de leur enfant selon un vieux principe de répétition qui consiste à tomber dans le trou en cherchant à l'éviter.
C'est en essayant de fuir son destin dévoilé par l'oracle, tuer son père et épouser sa mère, que Oedipe l'accomplit malgré lui. Après une altercation sur la route, il tue un homme, sans savoir son père. Et pour le remercier de les avoir libérés de l'emprise du Sphinx, les habitants de Thèbes lui proposent leur reine en mariage. Celle-ci est veuve depuis peu, et Oedipe l'a tuée sur la route sans le savoir. Et cette veuve se trouvera être sa mère. Décidément pas de chance. Souvent, les histoires de liens mère-fille compliqués remontent à plusieurs générations, surtout si personne n'assume la responsabilité de se soigner. Comment ? En parlant. Si son adoption avait été révélée à Oedipe, l'histoire aurait pris une autre tournure. Convaincu qu'ils sont ses parents, il fuit Polybe et Mérope pour ne pas les tuer et, ce faisant, précipite son destin. Un bébé ne choisit pas ses parents et rien ne garantit de les faire venir à lui. Ni ses comportements d'attachement, ni ses compétences précoces. Certains parents sont juste fous, pervers ou incapables de donner. Le petit Dom ne veut rien en savoir. Mal aimé ou déchu, c'est de sa faute d'avoir ou de ne pas avoir fait quelque chose, culpabilité, ou de n'être pas celui qu'il faut, honte. Le non-événement, donc, face à une mère d'emprise, soutenir son propre désir pour aller au-devant de soi revient à une trahison. Dire non ou faire par soi-même également. Alors, sortir de ses bras pour porter à son tour dans les siens, vous n'imaginez même pas. Dans ce contexte, faire un bébé, c'est prendre le risque de la déchéance et de l'abandon, de tout perdre, de s'effondrer. Habituellement, on sort de ce lien initial quasi charnel par le matricide symbolique autour de l'âge de 2 ans, au moment où l'enfant devient l'acteur de sa séparation, selon Michel Gastambide. Michel Gastambide et Jean-Pierre Lebrun ajoutent qu'il ne s'agit pas tant de séparer la mère de l'enfant ou l'enfant de la mère que de tous les deux. Se séparer de ce qui les tient ensemble d'une telle façon qu'aucune fracture ne puisse s'immiscer, qu'aucune perte ne puisse être prise en compte. Si l'enfant a subi l'accouchement inaugural dans sa chair, il en devient maintenant l'acteur symbolique en expulsant sa mère hors de lui. Par un nom décidé, il dit « je » et se débarrasse de sa mère originaire pour la faire naître autrement. La mère avec qui l'on parle n'est plus tout à fait la même que celle des origines. La mère double la maman comme le bébé double le fœtus. Avec un peu de gymnastique mentale, on supputera que l'accouchement recouvre enfin la globalité de son sens, à la fois physique et psychique. D'essence natalisante pour soi, pour l'autre, ou les deux, c'est un travail de séparation vital et ambivalent, aboutissant à l'expulsion de l'autre hors de soi et appelé devant l'impossible à maintenir un lien sommé d'évoluer. Toute femme sur le point d'accoucher se heurte à cet enjeu et ses implications. Mais celle confrontée à une mère d'emprise y adjoint souvent la crainte de l'effondrement. La mort réelle ou symbolique rôde. Elle menace la totalité des liens d'une rupture radicale et irrémédiable. L'apogée de la tension culmine évidemment à l'expulsion qui incarne l'acte de trahison suprême. Dès lors, chaque petit ratage peut se charger d'un écho symbolique de l'interdit ou de la sanction dont voici quelques illustrations. Stagnation du col s'articule communément avec le refus ou le blocage de l'accouchement. L'épisiotomie, déchirure ou douleur trop importante font plutôt appel à la sanction de la castration. Forceps ou cuillère flirtent avec le ressenti d'une incapacité maternelle ou un attendu de déchéance de droit. En fin de compte, le prix pour y parvenir à devenir mère serait tellement élevé qu'on y renonce. Dans le meilleur des cas, on n'aura rien senti. L'enfant, posé sur son ventre, ne peut en aucune manière être le sien. L'accouchement sombre dans une catastrophe, une idéalisation ou devient autre chose, une opération par exemple. Dans le meilleur des cas, on n'aura rien senti. L'enfant posé sur son ventre ne peut en aucune manière être le sien.
L'accouchement sombre dans une catastrophe, une idéalisation ou devient autre chose, une opération par exemple. Il manque l'appropriation de l'expulsion. On l'en aura privé ou elle n'aura rien senti. L'enfant du non-événement sera celui des cigognes. En résumé, voici la description de la séquence psychique. Déni de l'accouchement, quasiment au sens juridique, la personne dit qu'elle n'a pas le sentiment d'avoir accouché malgré sa connaissance de l'événement. De ce fait, la séparation est annulée et sans séparation, pas de retrouvailles. Le phénomène de rencontre est suspendu. L'enfant en présence devient celui des cigognes, pas celui qui vient de soi. Le sien demeure au fond de soi. Si elle n'a pas accouché, la gestation est maintenue, le ventre de grossesse aussi et les sensations qui vont avec. La maternité barrée, l'élan et le don maternel sont confisqués et ne peuvent atteindre le bébé dont la naissance psychique est compromise. Être là avec. Les soignants et l'entourage devraient s'intéresser davantage au vécu de l'accouchement et non à son déroulé. Braqués sur le bébé, nous en oublions que la maternité, au-delà d'un état, se caractérise par un vécu bouleversant en attente de partage. L'autodiagnostic est un merveilleux moyen de prévention de la difficulté maternelle. Les mères en souffrance savent en secret une vérité plus ou moins enfouie, une vérité en attente d'une oreille qui osera écouter. Intéressez-vous à ce qu'elles vivent. Voici quelques exemples de questions. Avez-vous le sentiment d'avoir accouché? Est-ce que vous vous êtes senti devenir la maman de votre bébé? Arrivez-vous à dormir depuis votre accouchement? Donnez-leur leur parole et vous entendrez peut-être des phrases étranges et néanmoins familières pour le maternologue à l'écoute de la maternité psychique. Du genre, on m'a volé mon accouchement. Je n'ai rien senti. Je n'ai pas réalisé que j'accouchais. Je ne me sens pas la maman de mon bébé. Je ne reconnais pas ce bébé comme étant le mien, etc., etc. Ces paroles douloureuses sont le reflet d'autant de pensées et de sentiments qui empoisonnent le lien. Elles sont le symptôme d'une souffrance maternelle en passe de devenir difficulté maternelle sans un accompagnement spécifique. Pour une jeune mère, la capacité d'adresser ce vécu à quelqu'un, au risque de son jugement donc, donne la mesure de la confiance accordée. J'invite celui qui la reçoit à essayer d'en être digne, à entreprendre, d'écouter vraiment, à être là avec au sens le plus fort, au sens maternologique. Au cours d'une première consultation de maternologie, la maman aborde vite cette notion de faute et le sentiment de culpabilité qui la ronge. Pas grand-chose à faire, sinon la laisser dire et ne pas céder à la tentation de cautériser la plaie. On n'enlève pas le sentiment de culpabilité. On écoute sans sourciller l'aveu de sa soi-disant faute. Elle ne doit pas trouver d'accroche réelle dans l'une de nos réactions. En revanche, à la fin de l'entretien, je leur dis souvent ceci pour les encourager à revenir, certes, mais qui m'engage totalement. Devenir parent est l'un des seuls moments de la vie où l'on devient réellement responsable d'un autre que soi. C'est difficile à soutenir. Heureusement, vous n'êtes pas toute seule. On ne devrait jamais se retrouver toute seule en tant que maman. La faute, c'est de ne pas exercer sa responsabilité. Vous venez ici parce que justement, vous êtes responsable. Revenez me voir la semaine prochaine. En attendant, je vous donne mon numéro. Vous pouvez m'appeler à tout moment, je ne décroche pas forcément car je peux être occupé, mais je vous rappelle au plus vite, pas plus tard que dans la journée. Une parenthèse s'impose pour préciser que le maternologue en herbe doit tout de même être prudent et ne pas s'embarquer dans l'accompagnement d'une situation ne relevant pas de ses compétences. À cette fin, voici quelques principes de base. Une maman materno, entre guillemets, n'a pas d'antécédents psychiatriques. Les difficultés psychosociales ne sont pas une indication à elles seules. Le contexte professionnel et affectif semble plutôt stable chez cette maman. Au moment de l'accouchement ou dans les jours qui suivent, elle se trouve en proie à la crainte de l'effondrement.
Le fond de cette crainte repose sur le vécu de ne pas avoir ressenti son bébé comme étant le sien ou de ne pas avoir eu l'impression d'accoucher. Pour revenir aux soins, toutes les mamans qui me consultent ont mon numéro de portable et la possibilité de me joindre. Mais devinez quoi? Elles appellent rarement. Le soin maternologique passe par la présence forte du soignant. Seul un être là avec, décidé, lui donnera accès à éprouver la totalité nécessaire à devenir mère. Impossible de tricher. Il faut avoir en tête l'enjeu de notre démarche et l'idée que le rétablissement des conditions originaires de son être en fonde le premier pas. Toutefois, cet engagement n'est pas à sens unique. Venir et participer aux séances, tel est à minima le coût pour la mère, auquel s'ajoutera le prix des séances en libéral. C'est un travail qui relève d'une obstétrique mentale et comme nous l'avons vu, l'accouchement ne peut faire l'économie de la douleur. Tel est le prix de la naissance. Je dirais, pour conclure, qu'être maternologue, dans mon esprit, revient à accepter pour un temps de devenir le correspondant natal d'une mère en peine de le devenir. L'événement sera le renversement des pôles, la révolution à la demeure qu'il s'agit de soutenir et d'accompagner au prix de l'effondrement redouté. Loin de le retenir ou de l'éviter, on autorise la maman à le traverser, mais pas seule, pour découvrir qu'il était autre chose. Ne cédant plus désormais sur son désir, la mère accède à sa maternité psychique et donc à son bébé du non-événement, qui devient enfin celui de l'événement tant attendu. Je vous remercie.